Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Justine Piluzot, on vous a connue lors de la 11e saison de Top Chef, où votre immuable sourire a charmé le public pendant les 6 semaines qu'ont duré votre passage dans cette compétition culinaire sous haute tension. Mais derrière ce passage télévisé se cache une carrière riche et variée dans l'univers exigeant de la gastronomie. Vous avez aiguisé vos couteaux un peu partout en France, mais également en Italie et même en Chine où vous avez rencontré votre mari. C'est ensemble que vous avez dirigé avec succès votre propre restaurant pendant 4 ans, puis une nouvelle étape s'est dessinée lorsque vous avez relevé le défi de Top Chef avant de devenir chef nomade. Toujours avide de découvertes, vous avez également animé des émissions culinaires sur France 3 et Téva. Et tout récemment, vous avez inauguré votre propre table d'hôte, 15 portes de droite à Saint-Ouen. Chef d'entreprise, chef en cuisine, consultante en cuisine, animatrice télé, auteur de livres et mère de famille, vous ne cessez d'innover et de surprendre votre public avec des concepts toujours plus créatifs qui réunissent autour de bons produits cuisinés avec amour. Justine, bonjour. Bonjour Clémence. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me résumer votre parcours de votre formation à aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, je suis tombée amoureuse de la cuisine, mais du lieu. La cuisine dans une maison, ça sent toujours bon, il y a toujours quelque chose qui se passe, on parle, on discute, on s'engueule. Et cette pièce, elle me couvrait un petit peu de réconfort. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour rester dans cette pièce-là ? Inconsciemment, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'univers de la gastronomie. Pourquoi pas ? Quand j'avais 5 ans, je disais vendeuse de patates, mais... Vendeuse de patates. Pourquoi pas ? Non, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Et je pense que c'est un métier qui vous choisit. Tout était imbriqué. Donc, je me suis lancée et j'ai fait un lycée hôtelier à Jean de Rouen, à Paris. Mes 2 grandes sœurs ont fait des grandes études, une en finance, une en marketing. Mes parents voulaient que leurs enfants fassent des études longues. Ils voulaient qu'il y en avait une avocate, une médecin. Bon. Et moi, j'arrive, je veux pas aller au lycée, je veux cuisiner. Ah, ils étaient pas contents, hein. À l'époque, on disait que les classes technologiques, professionnelles, c'était les classes poubelles, hein. Même encore un peu aujourd'hui, hein. Le métier manuel était un peu décrié. Et puis, ils se sont dit, surtout mon père, c'est un métier trop difficile pour une femme. Je pense qu'il y avait une part de crainte de laisser leur fille adorer dans un milieu d'hommes. Donc bon, je me suis un peu battue avec eux, leur faisant comprendre que c'était vraiment mon choix et que ça allait bien se passer. Et donc, j'ai quand même réussi. Et après avoir décroché mon bac technologique, hôtellerie-restauration, j'ai un chef qui m'a poussée à continuer. J'ai réussi le concours d'entrée à l'école Paul Bocuse à Lyon. J'ai découvert le luxe. Qui vous a plu ? Toute la cuisine me plaît. C'est-à-dire que j'ai commencé dans les cantines scolaires, j'ai fini dans les gastro 3 étoiles, en passant par la brasserie, en passant par le PMU. Moi, j'aime la cuisine. Donc tout vous parle ? Tout me parle. Après, qu'est-ce que j'ai envie de proposer ? Là, c'était plus complexe déjà. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de proposer, à quel prix. Il faut savoir aussi se focaliser. Après, vous voyagez, donc vous allez en Chine, en Italie pour finir votre formation. Oui. Vous faites vos débuts et finalement, ils sont pas si faciles. Je dis pas à mes parents, mais c'est extrêmement compliqué. Je suis passionnée, j'ai envie de réussir et je me bats pour réussir. Mais tous les 2-3 jours, j'appelle ma mère en pleurs quand même, hein. Parce que ? Parce que c'est un milieu très exigeant, avec un a priori énorme sur les femmes en cuisine. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, peut-être que ça change. Mais ça reste quand même un métier extrêmement difficile. Quand on rentre dans une famille comme ça, d'hommes, il y a une poule dans le poulailler qu'il faut manger. Donc, non, vraiment, ça a été extrêmement difficile. Je faisais aussi peut-être un peu peur à certains hommes. Et puis, ils se sont dit, mais c'est qui celle-là ? Elle est censée être en salle. Parce que bon, apparemment, nous, les femmes, on est censé être devant le client. La première fois que je suis rentrée dans une cuisine, le chef m'a regardé, m'a dit, non, toi, t'as une gueule à aller devant le client. Tu ne rentres pas dans ma cuisine, tu vas me foutre le bordel. Dans la cuisine, moi, c'est des hommes, ils sont difficiles à tenir, ça va pas. J'avais même pas dit bonjour encore. Donc, il m'a mis au nettoyage, 2 mois de nettoyage.
Et là, entre un arrêt parce que il s'est coupé et une personne qui est partie en congé, j'ai eu ma place et alors là j'ai rien lâché quoi. À chaque restaurant, il a fallu que je montre, que je prouve. Je trouvais que c'était vraiment très très injuste et en fait, il fallait que je fasse x3, x4 pour montrer que j'en avais envie et que j'étais à ma place quoi. Comment vous expliquez que ce soit si macho ? À la base, on parle de brigade, de hiérarchie militaire et des hommes qui n'allaient pas vraiment dans le droit chemin, qu'on mettait en cuisine et qu'on cassait un peu et qu'on disait voilà, maintenant tu restes dans le droit chemin. Donc il y avait une certaine exigence, violence aussi. Fallait les tenir les gars, hein. Des petits jeunes qui avaient quitté l'école. À l'époque, les casseroles en cuivre, elles étaient mais insoulevables. Donc il y a une historique. Parce que c'était des hommes qui travaillaient dans ces conditions-là très difficiles. Et puis nous, les femmes, quand on s'est émancipées, on voulait quitter nos cuisines aussi, hein, parce qu'on y était. Maintenant qu'on veut y retourner, quand c'est un monde d'hommes et qu'il y a des nouveaux arrivants, c'est plus compliqué. Puis on a l'impression que nous, les femmes, on est différentes. Mais quand on est en cuisine, on a un uniforme, hein. Donc pour moi, il n'y a plus de sexe en fait. Et on apporte quelque chose de différent ? J'en suis sûre. Sur la cuisine, sur l'ambiance. Par exemple, moi, je suis arrivée, les hommes me prenaient en sympathie parce que j'apportais une bonne humeur, une joie de vivre, et ils se sont dit, finalement, elle nous gêne pas trop, elle. Vous me disiez qu'il y a un mentor qui est venu vous chercher, vous pensez que c'est par votre personnalité ? Par ma force de travail. Mon mentor qui m'a poussée à continuer à faire des études, le chef Blasco, si je peux faire une dédicace, il m'a pris sous son aile, pas parce que j'étais une femme, il m'a pris sous son aile parce que il s'est dit, elle va réussir, elle se donne les moyens, elle est déterminée et elle a de la suite dans les idées. Maintenant qu'elle a eu son bac, elle est cuisinière, il faut qu'elle soit restauratrice. Il faut qu'elle aille plus loin dans la réflexion, dans l'organisation, dans l'entrepreneuriat. Et c'est lui qui m'a poussée à faire des études. Sinon, je me serais arrêtée et après mon bac, j'aurais été travailler. À quel moment vous êtes sentie accomplie, légitime, validée par votre entourage, les chefs, par le milieu ? Pas encore. Ce jour n'est pas arrivé. Vous ne vous sentez pas encore légitime ? Non, j'ai toujours besoin de prouver. Je pense que ça va être ça toute ma vie. J'ai été fière quand mes parents m'ont accompagnée et m'ont dit on est trop content que tu aies fait ce métier, c'est super. Ce qu'on voulait, c'était ton bonheur, mais on n'a pas compris que c'était vraiment ça. Pour eux, la cuisine, c'était plus une passion qu'un métier. C'est à ce moment-là où je me suis sentie accomplie. C'est un métier qui demande tellement de se remettre en question perpétuellement. Il y a quand même midi et soir un service. Midi et soir, il faut remettre son exigence, sa personne vraiment sur la table. Vous faites Top Chef parce que vous avez besoin d'être encore une fois validé, de vous prouver des choses ? J'ai fait Top Chef pour me mesurer aux autres de ma génération, aux autres chefs cuisiniers. Je me suis dit que ça pouvait être un bon tremplin dans ma carrière, mais surtout dans ma proposition de cuisine. C'est-à-dire que j'avais envie de trouver vraiment ma voie, quelle cuisine j'avais envie de proposer, comment, et puis d'avoir la validation de grands chefs, de voir un petit peu ce qu'ils allaient dire de ma cuisine. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous commencez Top Chef ? Vous êtes stressé ? Vous visez la finale ? Quelles sont vos ambitions ? Quel est votre état d'esprit ? Quand on fait un concours, c'est pour gagner. Moi, j'étais là pour aller jusqu'au bout. Je suis arrivée un peu la fleur au fusil, j'avoue, parce qu'un concours, c'est pas de la cuisine. C'est-à-dire qu'on ne cuisine pas dans un concours comme on cuisine dans un restaurant. C'est une logique différente parce que dans un concours, il y a un temps imparti. Il faut sortir une assiette de concours gastronomique avec une consigne et un temps imparti. Quand on a 2h30 pour cuisiner, la cuisine de concours, c'est un monde à part. Il y en a qui font des préparations. C'est comme les prépas, en fait, de grandes écoles. Donc vous attendiez pas à ce qui allait vous arriver ? Non, j'avoue, je m'attendais pas trop. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, Justine, baisse la tête, ça va bien se passer et fonce. Et finalement, c'est plutôt bien passé. Vous étiez vraiment la candidate solaire, souriante. Ça donnait une profondeur à votre candidat parce que vous étiez en même temps une tueuse sur les épreuves. Donc vous étiez un peu une main de fer dans un gant de velours. Oui, je pense que nous, les femmes, on est obligées, non ? Je peux pas le nier, c'est comme ça que j'ai réussi. C'est comme ça que j'ai été poussée par certains et c'est comme ça que j'ai gardé ma passion. C'était déjà tellement difficile mentalement et physiquement que si j'avais pas la joie de vivre,
j'aurais peut-être changé de métier. Et vous vivez bien la compétition ? Non. Je déteste ça. Moi, j'ai fait de la cuisine pour l'aspect convivial, pour faire plaisir, pour prendre du temps. Et la compétition, c'est pas mon truc. Étonnamment, vous vivez pas si mal votre élimination. C'est même un moment assez important parce que les chefs font une sorte de bilan. C'était un moment important pour vous. Il faut des mots, des fois, pour savoir qui on est. Et ça m'a touchée. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'aller plus loin et de comprendre ma cuisine, de qu'est-ce que finalement j'avais vraiment envie de proposer. Le bilan, en fait, c'est ce qu'on attend tous dans ces concours, dans ces émissions ou même dans la vie de tous les jours. Un bilan, c'est tellement important, en fait. Et quand vous sortez de cette émission, votre vie change, le téléphone sonne tout le temps, parce qu'en plus, vous étiez en plein Covid. Oui. Donc c'était une période un peu particulière. Oui. Mais ça change instantanément votre vie professionnelle, je parle. Oui. Et même personnelle. Ouais, quand j'allais faire les courses et tout, les gens, ils me reconnaissaient. Ils me demandaient des photos et tout. J'étais... Parce qu'en fait, quand on fait Top Chef, on fait ça pour le concours culinaire. On fait pas ça pour la télé. Donc, quand on est sorti de Top Chef, je me souviens, on s'appelait... parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était télévisé. Vous êtes rendu compte après l'émission ? Bah oui, parce que bien sûr qu'on les a vus, les caméras, mais on a pris la mesure que c'était télévisé et qu'après, ça allait être monté et regardé par des millions de téléspectateurs. J'avais connu un buzz médiatique avec mon restaurant avant Top Chef, le Capiello, que j'ai tenu pendant 4 ans. Mais là, c'était un buzz médiatique et physique, c'est-à-dire que les gens vraiment me reconnaissaient. Quand vous sortez de Top Chef, vous en êtes où ? La situation sanitaire était très, très compliquée. La restauration est en crise. C'est tout un système et un business model qui est en décrépitude. On sent qu'il y a des gros problèmes. Il y a eu quand même des MeToo. On sait que le monde de la gastronomie, c'est violent. Avec la crise, tout ça mis en espèce de boule, plus moi, ma sortie de Top Chef, j'étais perdue. À la suite de ça, il m'a fallu une réflexion. On a essayé de construire ensemble avec mon mari un business model. Je rencontre des restaurateurs de ma génération, donc on en discute, on fait des tables rondes. Et là, s'ouvre une espèce d'univers, l'éphémère. Là, il y a une grosse mode de l'éphémère parce qu'on a peur. Alors aujourd'hui, c'est décrié, mais c'était ce qu'il fallait faire pendant cette période un peu compliquée de la restauration. Donc on fait des pop-up, on s'associe, on fait des 4 mains avec les chefs. Comme ça, pendant 3 ans, on va butiner par opportunité des endroits exceptionnels qui sont à notre disposition pour cuisiner et puis pour montrer ce qu'on sait faire. Ça tombe bien, j'ai pas envie de réouvrir un restaurant tout de suite, je veux voir ce qui va se passer après. Je me mets là, je cuisine et en plus, je m'exerce. Et ça marche. Je fais ça avec mon mari, mais d'autres aussi de ma génération et de Top Chef font ça. Et je trouve que ça marche bien. Et d'année en année, on se rend compte qu'il y a des partenariats qui s'installent. Quand on ouvre un restaurant, on ouvre un restaurant. C'est ton bébé, tu dois t'en occuper, tu dois être là, tu dois dire bonjour aux clients midi, soir. Enfin, tu vis dans ton resto, tu dors dans ton resto. C'est ce que j'ai fait juste avant Top Chef. Je connais. Des fois, je me lavais les cheveux dans la plonge. Ah oui, c'est un métier de sacrifice, clairement. Et là, je vis, je rencontre du monde, je fais d'autres trucs, je fais des projets éphémères, je m'éclate. Des fois, je fais de la guinguette, des fois, je fais du gastro, des fois, je fais de la cuisine accessible, bistronomique. Et ça me permet de souffler. Parce qu'en fait, je fais plein de trucs. Vous êtes devenue animatrice télé. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? C'était le besoin de prouver des choses ou c'est l'exercice qui vous amusait ? Alors, l'exercice m'amusait beaucoup. Et en fait, ce que j'aime, c'est d'avoir un mégaphone. Si je peux véhiculer mes bonnes valeurs et mes principes culinaires à tous, comme par exemple Jamie Oliver faisait à l'époque, quelle opportunité incroyable de me laisser la possibilité de véhiculer ça. Le batch cooking, je sais qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, que plus personne ne cuisine et qu'on mange tous de l'industriel, pour pas dire de la merde. Je vais vous donner toutes mes astuces. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est une restauration de qualité. C'est des gens qui recuisinent à la maison, c'est des gens en bonne santé et c'est des supermarchés qui proposent des meilleurs produits. J'ai cette mission un peu en moi, j'ai l'impression d'être un peu révolutionnaire. Parce que notre génération, elle est aussi comme ça, elle est portée par des vrais messages environnementaux et sociétaux. Et donc, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, mais c'est super, allons-y.
Le batch cooking pour faire recuisiner les gens à la maison, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Et sur France 3, d'aller vraiment au plus basique, c'est-à-dire la terre à l'assiette. Et France 3, Nouvelle-Aquitaine, ça a été une expérience extraordinaire, puisque vraiment, on sillonnait toute la Nouvelle-Aquitaine à la recherche de passionnés de la terre. Et ensuite, moi, je cuisinais leurs produits. On en a fait des très belles. Tout récemment, vous avez ouvert votre table d'hôtes, donc qui s'appelle 15 portes de droite à Saint-Ouen. Quelle est la différence avec un resto ? Pourquoi ce choix-là et pas un resto plus grand public ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis maman. J'ai un petit de 7 mois. C'est une aventure. Et je me sentais pas d'ouvrir un restaurant parce que, encore, culinairement parlant, j'ai encore besoin de temps pour me former, pour encore savoir quelle proposition je veux, quel univers j'ai envie de proposer à mon client. Quand on sort de Top Chef, on a l'impression que ça y est, on est des chefs. Oui et non. Moi, j'ai besoin encore de parfaire mon métier. J'ai besoin d'être sûre de ce que je veux proposer. Mais je voulais un resto. Donc, mis bout à bout, mon mari me dit, bon, tu veux cuisiner. Tu veux une cuisine semi-professionnelle qui va coûter beaucoup d'argent. Mais en même temps, tu veux accueillir du public. Tu veux ceci, mais tu veux aussi avoir du temps pour tous les projets qui sont à côté. Voilà ce qu'on va faire. Donc, cette table d'hôtes, elle est accessible au grand public, que certaines dates dans le mois. Elle est accessible aux privatisations pour 14, et donc de façon éphémère, mais aussi périn, parce que ça reste mon adresse, mais ce n'est pas ouvert tous les jours. Ce n'est pas un restaurant où je vais devoir m'atteler midi et soir à la tâche. Et c'est vous qui décidez du menu, c'est pas sur demande. Exactement. Et là, je propose ma cuisine, tout en faisant un petit peu comprendre à mes clients que c'est un peu mes cobayes, que je continue à parfaire mon art et que j'espère que dans pas longtemps, je pourrai ouvrir le restaurant de mes rêves, ou en tout cas celui qui sera abouti. Moi, ce que je veux, c'est proposer quelque chose qui me correspond. Je veux me trouver dans l'assiette. Entrée, plat, dessert, 30 €. Ah, ça, je sais faire très très bien avec des produits du quotidien, des bons produits. Ça, c'est mon dada, c'est là où je m'éclate le plus. J'aime beaucoup proposer ce type de restauration. Mais là, ici, dans la table d'hôtes, je vais encore plus loin. Et je me permets de toucher des produits que je n'avais jamais touchés de ma vie, d'accéder à des producteurs d'extrême qualité. Je suis en direct avec des poissonniers, je suis en direct avec des éleveurs, chose que je peux moins faire avec 30 € de budget. Je peux faire quelque chose d'exceptionnel, bien sûr, mais là, je pousse le curseur. Donc c'est une étape. C'est une étape. Et la prochaine pourrait être un resto, potentiellement. Potentiellement. On va aller sur un pan un peu plus personnel de votre vie. Vous avez rencontré votre mari en Chine, à l'école Paul Bocuse de Shanghai. À la maison, ça parle que de boulot. Il me connaît et il parle de ma cuisine avec amour. Si on a quelque chose à se dire, je te fais un bon petit plat, on s'assoit et c'est fini, il y a plus de problème. Je suis sûre qu'on pourrait régler la guerre autour d'un bon repas. Par exemple, quand il y a des grands dignitaires qui viennent et qui doivent signer des contrats, ils le font autour d'une table, hein. Tout se règle autour d'une table. En fait, c'est ça la cuisine. Moi, je cuisine avec amour et lui vend mes plats avec amour. Et puis, il a ce côté un peu fou, entrepreneur. Avant de le rencontrer, j'avais pas de rêve. Maintenant, j'en ai plein. Ah, ça c'est beau. Vous parlez de partage et tout ça. Justement, les réseaux sociaux prennent une part importante de votre activité. En quoi est-ce qu'ils vous aident ? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, franchement, c'est incontournable. C'est la carte de visite, c'est le CV, c'est tout. Franchement, ça me tue. Je déteste ça, mais je suis obligée. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Si tu veux jouer le jeu, il faut respecter les règles. Et ces règles-là, elles sont les réseaux sociaux. Quelle est votre signature culinaire ? Les pâtes fraîches. Le soir, quand vous avez cuisiné toute la journée, vous commandez ou vous avez votre plat fétiche ? Un peu des deux. Ça dépend à quelle heure je termine. Et le plat fétiche, c'est quoi ? Des pâtes. Très simple, avec un peu de parmesan, de l'huile d'olive. Je suis une personne très simple, hein. Moi, je mange du riz, des pâtes et de la salade. Votre Madeleine de Proust ? Je dirais le lièvre à la royale. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? Toutes les femmes sont inspirantes. Ma mère, ma grand-mère, ma voisine, on est des oufs quand même. Surtout nous, les femmes avec des enfants, je vous le dis, c'est très très dur. Il y en a une particulièrement qui vous a inspiré, peut-être professionnellement ? Oui, Anne-Sophie Pic. Oui, bien sûr, je pense qu'on est obligé de la citer. Quel a été le moment le plus fort dans votre parcours ?
La première fois où on a ouvert le restaurant avec mon mari. Ça a été un moment très, très, très fort, ouais. Et la fois où j'ai fait Top Chef, pareil, peur et excitation. Quel a été le moment le plus dur ou l'échec qui vous a le plus touché ? Quand je suis revenue à Paris, je travaillais dans un restaurant et ça a été vraiment un échec total. Mentalement, j'étais pas là. Physiquement, ça n'allait pas. Et le patron, je m'entendais pas avec lui. Et il a fallu que je pose un arrêt. Ça a été la première et la dernière fois, j'espère, je touche du bois. Et ouais, là, j'ai été en dépression totalement, en burn-out. C'est la première fois où j'ai baissé les bras, où j'ai dit, j'y retourne pas. Et c'est ma mère qui a été chercher mes couteaux. J'ai eu tellement honte, j'ai même pas pu y aller. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez voulu renoncer parce que c'était trop difficile, parce que la marche était trop haute ? Il y a eu des moments difficiles, ouais. Mais même encore aujourd'hui, hein. Mais c'est normal, c'est normal. Et le moment dont vous êtes la plus fière ? Quand on a ouvert le Capiello avec mon mari, ouais. Et quand j'ai vu les premiers clients, les gens, ils rentrent, ils viennent manger chez nous. On ouvrait un restaurant et les gens nous faisaient confiance, venaient, s'installaient, payaient l'addition. Genre, ça y est, c'était lancé, quoi. Un très beau moment. Et votre plus gros défi ? Élever un enfant. Moi qui voulais une équipe de foot. Quel est votre prochain Everest ? La table d'hôte. Je viens de commencer, donc là, je suis en plein dedans. Vous avez un mantra qui vous anime au quotidien ? Souris à la vie et la vie te sourira. Alors, on va revenir un peu à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que déjà vous conduisez beaucoup ? Vous en servez dans le cadre du travail peut-être ? Oui. Alors, je suis obligée de conduire parce que effectivement, quand je vais dans des prestations avec du matériel, je suis obligée. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je me serais pas donné le permis. Parce qu'en fait, je regarde le paysage, je regarde les gens, je laisse passer tout le monde, je roule à 3 à l'heure. Par contre, ça m'empêche pas d'être très heureuse, mais à côté du conducteur. Est-ce que vous avez un accessoire ou quelque chose qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Mon mari. Est-ce que vous avez une habitude particulière en voiture ? Alors, j'enlève toujours mon manteau parce que tellement je suis stressée que je transpire. Alors, il faut que je sois bien à l'aise. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Quand on allait en Italie avec mes parents, on était 6 dans la voiture, soit 7 ou 8 avec les grands-parents, le chien derrière. On allait en Italie jusqu'à Genova, donc Paris-Genova, c'était toute la journée en voiture. Et alors là, c'était extraordinaire. Ouais, je me souviens de jeux, de moments d'excitation, où on s'arrêtait dans les aires de pique-nique, ou quand on remontait de l'Italie avec la voiture blindée, tout le trajet avec des artichauts sur les genoux, le citron derrière, la focaccia dans les valises. Non mais vraiment, c'était vraiment la voiture de blédard où il y avait plus rien, on voyait plus rien, on était tout coincés. Et ça sentait bon dans la bagnole. Ah oui, des moments incroyables. Et le pire moment en voiture ? J'ai eu un accident, mais rien de grave, mais un rétroviseur. Ah, ça va. Ça va. Alors finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Très stressée. Résultat, je mets la musique, ça me déstresse. Je mets beaucoup d'air dans la voiture, j'ouvre les fenêtres et je laisse passer tout le monde. Pour finir, comme le veut la tradition dans Parole de Femme, on part en road trip. Où est-ce que vous nous emmenez ? En Italie. Si on a une belle voiture, on fait vraiment le tour de l'Italie. Ah ouais, la région des lacs, pourquoi pas aller pousser un petit peu jusqu'à Florence, passer par chez moi, à Gênes, et puis prendre tout le littoral, là, c'est magnifique. Faudrait qu'elle soit décapotable, on serait au max. Justine, au revoir et un immense merci pour ce moment très gourmand. Merci. Voilà, c'était le premier épisode de la saison 2. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit cœur et un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Parole de Femme pour ne louper aucune des prochaines rencontres avec nos fabuleuses invités. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.